Salam alaikum, bonsoir. Je pose la question, mais je la pose vraiment, en espérant que vous y répondiez. Existe-t-il un pays au monde, dans toute l'histoire de l'humanité, qui ait connu une situation comme celle présente de l'Algérie, dont le chef de l'État a été réélu une 4e fois, alors qu'il est, sans l'ombre d'un doute, dans une totale incapacité d'exercer ses fonctions. Je pose la question. Je la pose vraiment. Un tel cas a-t-il existé dans l'histoire, ou encore une fois, sommes-nous en train de battre un autre sinistre record? Mais d'autres questions me taraudent aussi, que je pose aussi, et que je poserai à mes invités aujourd'hui. Pourquoi Saïd Bouteflika, celui qui exerce le véritable pouvoir, nous dit-on, et qui se sert de la bien piètre vitrine désormais qu'est son frère Abdelaziz Bouteflika, le président en titre, pourquoi n'a-t-il pas voulu prendre directement le pouvoir? Pourquoi n'est-il pas le président au lieu de se cacher derrière son frère? Pourquoi François Hollande ne l'a-t-il pas désigné plutôt que de nous vendre une farce aussi grossière que celle de l'alacrité d'un homme qui ne sait peut-être même plus comment il s'appelle lui-même? La grande énigme reste cependant l'attitude de Saïd Bouteflika. Pourquoi n'a-t-il pas voulu devenir le président en titre? Tout simplement. Et Dieu sait combien les cercles qui l'entourent de toutes parts le lui ont demandé. Qu'est-ce qui a empêché cet homme, qui est, quoi qu'on en dise les uns et les autres, le personnage le plus important du régime, le seul vrai décideur, d'afficher seulement, juste d'afficher, son désir de postuler à la magistrature suprême, comme on dit en langue de bois. Magistrature suprême. Oui, les uns et les autres diront ce qu'ils voudront, mais il aurait suffi à Saïd de faire savoir qu'il va se présenter pour que résonnent en sa faveur les grosses caisses des relais du régime, vous le savez très bien. Pourquoi? Quelle est la vraie raison qui l'a empêché de prendre donc directement le pouvoir? Il sait pourtant, Saïd Bouteflika sait très bien qu'il lui suffirait d'exprimer ce souhait pour que se lèvent en sa faveur des foules de zélateurs, de partisans, de milliers de comités de soutien, des chirs de zaouillettes, des chefs coutumiers de tribus, des associations de masse, le principal syndicat du pays, des partis politiques qui se disent les plus importants, des journaux, des radios, des chaînes de télé. Du jour au lendemain, il deviendrait l'homme providentiel, celui qui a assuré le véritable pouvoir, qui n'a pas laissé le pays sombrer et qui a été d'une telle humilité, d'une telle modestie qu'il a choisi délibérément de rester dans l'ombre, qui a été jusqu'à refuser l'investiture suprême, comme on dit en langue de bois, qu'on lui offrait sur un plateau. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de servir, nous dira-t-on, et non de se servir, nous redira-t-on. Voilà ce qu'on rabâchera s'il osait aller au charbon. Ah, s'il osait seulement. Il deviendrait du jour au lendemain ce génie et ce puissant stratège qui a réussi à démanteler le terrifiant DRS. Il deviendrait celui qui a tenu d'une main ferme et adroite le gouvernail de l'Algérie pour lui éviter de sombrer dans ces terrifiantes abysses qui ont été creusés sur son chemin. Saïd sait cela. Il est même un fin, très fin connaisseur de la réalité algérienne, de la société algérienne, pour savoir la manipuler avec l'adresse qu'on lui connaît. Il a fait ses preuves. N'a-t-il pas tout osé, tout entrepris et tout réussi? N'a-t-il pas réussi à persuader tout le monde que le premier AVC de son frère n'était qu'une hémorragie gastrique?
N'a-t-il pas réussi à persuader tout le monde que son deuxième AVC, celui de 2013, n'était qu'un accident ischémique, je crois qu'on dit comme ça, transitoire? N'a-t-il pas pu domestiquer toutes les voix qui le portaient et étouffer toutes celles qui lui étaient hostiles, jusqu'à pouvoir tout entreprendre, jusqu'à autoriser à exister et à émettre des dizaines de télévisions privées de statut étranger sans leur délivrer la moindre autorisation légale pour pouvoir les tenir et les fermer sans plus de problème à la moindre incartade? N'a-t-il pas réussi à faire de presque tous les pseudo-partis politiques des machins bolimiques? N'a-t-il pas transformé des gens qui se disaient intellectuels, des progressistes, des islamistes, des républicains et des tonitruants en tout genre, en douces brebis carnivores qui passent leur temps à bêler sur le génie du grand génie, qui est le présidentissime Fahamatouhou? Saïd n'a-t-il pas pu faire élire son frère pour un 4e mandat, alors que celui-ci était visiblement et sans aucun doute possible dans l'incapacité la plus totale d'exercer des charges aussi complexes? N'a-t-il pas réussi à créer autour de cette candidature une ambiance passionnée qui a fait croire au monde entier que le pauvre malade était adulé des populations? Ne l'a-t-il pas fait élire haut la main sans qu'il ne prononce le moindre mot dans une campagne électorale qui s'est faite sans lui? N'a-t-il pas interrompu la prestation d'investiture du président en direct à la télé, grâce à une télé étrangère où nous avons tous pu voir Saïd envoyer un agent retirer les feuilles du discours de la main même du président qui ne parvenait pas à finir son discours alors que tout lui était dicté par oreillette? Saïd n'a-t-il pas réussi à faire nommer des centaines de généraux pour noyer dans la masse la douzaine de généraux qui renaclaient dans les brancards? N'a-t-il pas corrompu en bon argent, depuis cette caisse noire qui lui avait été montée par Chekib Khalil, des milliers de gens? N'a-t-il pas créé comme par magie une sorte d'oligarchie financière, de nouveaux riches qu'il a engraissés en centaines de millions de dollars, voire en milliards de dollars, avec une facilité déconcertante? N'a-t-il pas réussi à désarmer le redoutable DRS en le vidant de toute sa puissance, en lui arrachant croc après croc, griffe après griffe, puis à chasser le puissant patron de cette tentaculaire organisation? N'a-t-il pas réussi à faire venir des hommes politiques de tous horizons, jusqu'à des chefs d'État de puissance occidentale, et à les persuader d'accepter de jouer le rôle ô combien comique, s'il n'était tragique, de disserter zama avec le président Bouteflika, voire même faire semblant de rire à ses finesses, voire même de faire des déclarations publiques sur son alacrité, alors que presque tout le monde sait que le malheureux ne sait même plus réciter la table de multiplication de 2. N'a-t-il pas réussi à trafiquer des images jusqu'à montrer le président en train de discuter avec ses invités et de faire des moulinets avec sa main valide? N'a-t-il pas réussi à faire croire au monde entier, et surtout aux Algériens, que c'est le président Bouteflika qui dirige le pays, qui nomme, qui dégomme aux plus hautes charges de l'État, qui tranche dans les questions les plus cruciales? Il a réussi tout ça. Et bien plus encore. Il faudrait des heures pour énumérer tous ces prodiges. S'il avait entrepris et réussi tous ces défis pour chasser la junte du pouvoir et restituer le pouvoir au peuple algérien, alors il aurait été un héros, un génie du bien, celui qui a réussi l'inimaginable. Ce n'est malheureusement pas le cas. Mais la question reste pendante. Lui qui a réalisé ce que personne ne pouvait donc imaginer seulement, pourquoi n'a-t-il pas osé prendre directement le pouvoir? Aujourd'hui. Jeune Afrique. Algérie, Saïd Bouteflika, l'homme de l'ombre. Par Farid Halilet. El Watan. Diffusion des images de Bouteflika malade. Personne ne peut plus croire en l'alacrité du président. Par Selima
Tlemceni. Le matin d'Algérie. Nous ne détestons pas Saïd Bouteflika, nous le condamnons. Par Sitlakhdar Boumdienne. Avec nous aujourd'hui pour parler et discuter de cette très étrange affaire de Saïd Bouteflika, par ordre alphabétique, Mohamed Maiz, médecin et président d'honneur de l'association des amis de Karim Belkacem, Yahya Mkhioba, journaliste et membre Rachad, et Rachid Denkaz, président du mouvement pour la jeunesse et le changement. Mohamed Maiz, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en Skype. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir Fidiamal et bonsoir à tous les auditeurs de Maralibia. Merci à vous. Alors, j'aimerais d'abord qu'on commence par le cas de Bouteflika que tout le monde a vu cette fois. Cette fois-ci, ça leur a échappé. Malheureusement, ils ont commis une grosse bévue. Ils ont permis que de vraies images sur son vrai état de santé circulent jusqu'à l'étranger, dans des chaînes internationales. Et donc, le problème de sa santé se pose et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce monsieur qui a eu un AVC, pourquoi le Conseil constitutionnel n'a-t-il pas invoqué l'article de la Constitution qui prévoit la procédure d'empêchement? Eh bien, tout d'abord, effectivement, je voudrais dire un mot sur cette image qui a fait le tour du monde et qui reflète malheureusement l'état de déliquescence d'un État, si État y a-t-il, et surtout aussi d'une société malmenée, voire même humiliée. C'est avec un sentiment de compassion, voire même de pitié envers cet homme, et surtout un sentiment d'humiliation et de rage. Une compassion pour un homme qui, à mon sens, au vu des images que nous avons vues, n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. C'est un homme qu'on est en train d'utiliser, c'est un homme qu'on est en train d'humilier au sens propre du terme, et je ne comprends pas justement pourquoi on est allé jusqu'à lui faire subir cet exercice, alors que M. Valls pouvait très bien se suffire de son alter ego qui est Abdel Selman. Pourquoi aller jusqu'à le présenter à un président qui, en sachant très bien qu'il ne pouvait pas le recevoir et qui était dans une situation extrêmement délicate. De la compassion, plutôt de l'humiliation par rapport à ce peuple qui a tant donné, ce peuple, comme disait jadis, un peuple de révolutionnaires, un peuple de martyrs, un peuple de résistants. Arriver à montrer un président de la République dans cet État qui représente ce peuple-là, c'est vraiment un sentiment d'humiliation que les Algériens ont ressenti. Mais aussi... Excusez-moi, si Mohamed Maiz, je vous laisserai poursuivre votre idée. À mon avis, moi je ne pense pas que le peuple algérien se sente humilié, puisque le peuple algérien est victime, il est lui-même victime de cette farce. Normalement, il ne devrait pas se sentir humilié. C'est une mafiocratie qui est à sa tête, une mafiocratie qui est capable de tout et du pire. Et donc, au contraire, le peuple algérien devrait se réjouir que le monde entier, que les opinions publiques du monde entier aient pu voir jusqu'à quel point le peuple lui-même est pris en otage, en plus de l'otage présidentiel. L'humiliation vient du fait que, qu'on le veuille ou non, c'est le président en exercice. Incapable ou non, il est le président en exercice et il représente la nation algérienne vis-à-vis de l'extérieur. Et cette image-là est pour les Algériens une image humiliante, d'autant plus que nous avons une société jeune, une société dynamique qui se fait représenter par quelqu'un de malade, d'impotent physiquement, intellectuellement et mentalement. L'humiliation, elle est là. Mais aussi, cette humiliation est aussi due à cette rage que nous avons par rapport à ces corps intermédiaires, à ces partis politiques et cette société qui n'arrivent pas justement à essayer d'imposer une démarche qui va vers l'arrêt de cette descente aux enfers.
Parce que descendre plus bas que ça, je ne pense pas. Vous savez, quand on écoute la presse, quand on lit la presse étrangère et notamment française, les radios et les télévisions, quand on voit comment on se moque du président de la République, même si on est contre, j'ai été contre sa politique, on ne peut pas ne pas avoir ce sentiment de rage. Donc c'est par rapport à ça. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi? Quelle est la signification politique qu'on doit donner à cette image? C'est ça le problème-là. Moi, je pense que derrière cette image, on veut dire à certains, au monde occidental et à certains partenaires qu'on dit privilégiés, pour leur dire que ce président n'est plus le pouvoir. Il y a un autre pouvoir qui est derrière. Donc, ce président est en bout de course. Et qui aurait dit ça? Qui aurait voulu envoyer un tel message, selon vous? Qui aurait voulu envoyer un tel message? Vous savez très bien comment est la composante du système politique algérien. C'est une composante clanique. Il y a des clans qui s'entre-déchirent, il y a des clans où il y a une lutte féroce pour le pouvoir. Et certainement, je pense que... Parce que montrer une image pareille, c'est pour dire... Mais ce ne sont pas les clans qui ont montré l'image, ce sont des techniciens et des caméramans français qui ont pris l'image et qui l'ont distribuée à toutes les autres chaînes de télévision. Ce ne sont pas des clans algériens qui ont été à la source de la diffusion des images, ni de leur prise d'ailleurs. Eux, ils pensaient très sérieusement qu'il n'y avait pas eu de plan large. Ça veut dire généralement, quand les films, les présidents, on leur donne la consigne de ne pas prendre de plan large du président. Il faut le filmer de loin pour qu'on ne voit pas sa véritable mine. Oui, effectivement, il n'y a pas que l'image, il y a aussi l'audience. Il y a eu des ministres français, il y a un premier ministre français qui est venu et qui a constaté l'état dans lequel se trouve le président de la République. On est loin de cette alacrité d'il y a quelques mois. Pourquoi il ne le savait pas, Mohamed Maïs? D'après vous, il ne le savait pas déjà, Valls, Hollande, Ayrault, Fabius, qui ont tous déjà vu le président, ils ont vu dans quel état il était, ils le savaient avant même de le mettre dans la liste pour le 4e mandat? Vous ne pensez pas? Oui, c'est vrai que tout le monde sait, et eux-mêmes enfin, encore plus que nous, connaissent l'état de santé du président de la République. Mais le montrer dans cette posture, dans cette situation, est encore beaucoup plus poignant, beaucoup plus dramatique. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il y a une manipulation derrière cette image, et on voulait montrer que c'est un président qui ne tient plus au pouvoir, qui n'est plus au pouvoir. Je reviens à vous dans un moment, Mohamed Maïs, pour parler du cas de Saïd Bouteflika. Je reviens à vous dans un moment, je vais faire un tour de micro d'abord. Alors, Yahya Mrioba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Bonsoir, merci Yahya. Yahya Mrioba, docteur Mohamed Maïs pense que les Algériens se sont sentis humiliés par ces images. Vous avez été humilié, vous? Personnellement, non, parce que Bouteflika, c'est quelqu'un que je ne reconnais pas. S'il occupe une fonction de président de la République que je ne reconnais pas, je ne l'ai pas élu, je n'ai pas voté pour lui, je n'ai pas participé à toutes ces élections que je considère truquées. Sur le plan personnel, non, mais étant algérien, citoyen algérien, oui, il y a une humiliation collective et ça, on peut pas, cette humiliation, on peut pas la nier et on peut pas nier son existence parce que si on ne se sent pas humilié en tant qu'Algérien, c'est que soit on a un problème avec cette citoyenneté, on a un problème avec sa conscience et on a un problème avec l'amour qu'on peut avoir avec ce pays parce que qu'on le veuille ou pas, c'est l'image même trichée, même truquée de l'Algérie qui a été exposée il y a 2-3 jours par les médias
du monde à travers ce président malade, complètement, disons, mourant, quoi. C'est le monsieur, il peut même plus bouger son visage, il peut même plus retenir sa bouche, ses lèvres. C'est grave. On a atteint le fond. On est en train de creuser, comme disait un célèbre comique algérien. On est en train de creuser au fond du puits. La responsabilité, elle est collective. Nous sommes tous responsables. Les Algériens et les Algériennes, nous sommes tous responsables de cette situation. Mais les premiers responsables, c'est les responsables politiques et militaires. Et pourtant, les responsables politiques, Yahya Mkhioba, continue de dire que ces images sont truquées. Il y a quelqu'un du FLN aujourd'hui qui, depuis Alger, a osé dire que ces images étaient truquées. Hier, sur France 24, quelqu'un du régime qui était face à une journaliste à Sabria, il a dit en direct sur la chaîne France 24, non, que ces images étaient comme ça parce que le président n'avait pas bien dormi la veille. Vous imaginez un peu. Donc, il continue de soutenir que non, ça ne veut rien dire, que c'est lui qui décide, que c'est lui qui est derrière toute la décision politique, qu'il n'y a rien de changé, que ces images ne veulent rien dire. Oui, les images ne veulent rien dire, mais même la situation économique et sociale du pays ne veut rien dire pour ces gens-là, parce que ces gens, les représentants du FLN et du régime en général, excusez-moi du terme, mais se foutent de la situation algérienne, des Algériens. Ce qui les occupe et les préoccupe en premier, c'est leur situation sociale, individuelle, comment sortir des devises du pays, comment acheter des biens à l'étranger, notamment en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, à Dubaï. C'est ce qui leur importe le plus. Maintenant, que l'image du pays soit détériorée sur le plan international par un président mourant, ne les occupe pas, c'est pas très important pour eux, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont là pour voler, pour escroquer les Algériens, et c'est normal qu'ils disent un truc pareil. Si les images ont été truquées, je lui rappelle que c'est les images qui ont été diffusées par Canal Algérie. Donc il y a un trucage au niveau de la chaîne publique algérienne, mais au-delà de ces déclarations... Canal Algérie n'a pas diffusé ces images, Yahya Mkhioba. Il a diffusé d'autres images. Non, excusez-moi. Il y a la même image a été diffusée sur le Canal Algérie de 19h et qui n'a pas été repris par le journal de 20h. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Alors c'est une erreur, alors. Ils ont commis un impair. Le bonhomme, il va être licencié s'il a fait ça. Il n'est pas le premier. Après, qu'il soit licencié ou pas, moi, franchement, les journalistes de Canal Algérie ne me font pas de la peine. Donc, c'est le dernier de mes soucis. Mon premier souci, c'est l'état de mon pays, qui est en pleine déliquescence. Vous voyez la déliquescence de l'État. Vous voyez que, je ne sais pas si vous avez remarqué, lors de la conférence de presse entre Sellal et Emmanuel Valls, une question qui a été posée à Sellal, Emmanuel Valls bouscule Sellal pour lui demander de ne pas répondre et de passer à un autre journaliste. On a diffusé l'image hier. On a diffusé l'image. C'est le Premier ministre français qui décide les réponses du Premier ministre algérien. Là, il lui avait demandé de ne pas répondre et d'attendre que la traductrice traduise la question. Mais en tout cas, il l'a interrompu, il lui a appris comment diriger une conférence de presse de cette nature. Restez avec nous, Yahya. Je vais continuer le tour de micro et je reviens à vous pour discuter du cas Saïd Bouteflika. Rachid Nekaz, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on a perdu Rachid Nekaz? Non, je suis là. C'est très bien. Donc, marhaba bik, Rachid Nekaz. Merci pour l'invitation. Alors, Rachid Nekaz, je vous laisse d'abord commenter cette fameuse histoire de ces fameuses images du président Bouteflika qui ont montré au monde entier que la vérité est autrement plus tragique que ce qu'on nous dit. Et après, nous en viendrons à la discussion sur le cas Saïd Bouteflika. Je vous en prie. Merci. Écoutez, ça fait des mois que je répète dans les télévisions privées algériennes et chez vous, au téléphone, que les images du président de la République qui sont diffusées sont truquées, que c'est des montages. On m'a pris pour un fou. Aujourd'hui, depuis quelques jours, on a la démonstration que c'est vrai. Le problème... Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Cela fait des mois que je répète dans les télévisions privées algériennes et chez vous, que la façon dont on présente le président de la République algérienne en compagnie
de ministres et de chefs d'État étrangers sont des images truquées et montées. C'est vrai, vous l'avez dit chez nous en tout cas, c'est vrai, j'affirme. Je l'ai dit partout, je l'ai dit confirme. je l'ai dit chez Choro, je l'ai dit chez le Billet, chez Beurre TV, etc. On m'a pris pour un fou. Il s'avère que j'ai des informations qui viennent à la fois du département américain et de certains ministères en France, et ça fait des mois que je sais qu'il va très mal, qu'il n'exerce plus l'arrêté du pouvoir. Mais les Algériens en sont conscients. Le problème est le suivant. C'est que d'une part, ils ont peur qu'avec la disparition politique du président Bouteflika, il y a une espèce de retour à une espèce de décennie noire, on leur fait peur en leur disant que l'Algérie va devenir comme la Syrie, comme la Libye, comme le Yémen. Et d'autre part, il y a, j'aimerais dire, le soutien massif de la France et des États-Unis au régime actuel algérien. Parce qu'il faut le savoir, que la France et les États-Unis pensent que si le président Bouteflika disparaît, il va y avoir le retour du terrorisme à la fois en Algérie et par ricochet dans les pays européens. Et ça, c'est une conviction profonde à la fois de la France et des États-Unis. Et lorsque je parle à des officiels français ou américains, ils n'arrivent pas à imaginer qu'il puisse y avoir une transition en douceur du régime algérien avec une nouvelle gouvernance algérienne qui sera évidemment appuyée par les institutions à la fois militaires, sécuritaires et de justice algérienne. Mais Rachid Nekaz, il y a une contradiction dans ce que vous nous dites pour la simple raison que les États-Unis et la France sont très très bien placés pour savoir que Abdelaziz Bouteflika est dans l'incapacité la plus totale, comme vous le disiez vous-même, d'exercer le pouvoir. Donc, en quoi il pourrait empêcher le retour du terrorisme? Puisqu'il n'est pas là, il est absent, c'est comme s'il était mort, c'est la même chose. Non, pas du tout. Regardez la télévision algérienne. Tous les jours, on annonce que l'armée ou la gendarmerie a découvert un réseau de terroristes à Tizi Ouzou, un réseau de terroristes à Elizi, un réseau de terroristes à Tamanrasset, un réseau de terroristes à Bahama. Donc tous les jours, il y a la manipulation de l'opinion publique algérienne avec des fausses découvertes de réseaux terroristes. Et les chancelleries étrangères, que ce soit en France, en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, sont informées de ces fausses informations. Et comme vous le savez, l'Europe est traumatisée par le terrorisme. On l'a vu avec les derniers attentats à Paris, à Bruxelles, et ils ne souhaitent pas qu'il y ait un changement de régime politique en Algérie, d'une part parce que ce régime leur assure, entre guillemets, la sécurité, et d'autre part, ce régime leur donne toutes les garanties énergétiques, que ce soit le gaz ou le pétrole. Juste un chiffre, la France possède à Adrar 65% du gaz naturel jusqu'en 2043, et c'est le régime algérien actuel qui lui a donné en 2002, et pour la France, il préfère avoir une semi-démocratie algérienne avec un président impotent et invisible, plutôt que de voir apparaître un nouveau président sans complexe et qui demanderait des comptes à la France, notamment par rapport à tous les contrats qui ont été signés dans le gaz et dans le pétrole, dans le ciment et dans l'ensemble des secteurs économiques algériens depuis 1999 et jusqu'en 2016. Ils ne veulent surtout pas voir une remise en question de ces contrats-là. Et comme je l'ai déclaré depuis 2014, je remettrai en question tous les contrats que le gouvernement algérien a signés depuis 1999 avec toutes les compagnies étrangères. Restez avec nous, Rachid Nekaz. Je reviendrai à vous pour vous demander de nous expliquer un peu le cas Saïd Bouteflika. Qu'est-ce qu'il vaut? Quel est son poids? Quelle est sa véritable importance au sein du régime? Et pourquoi ne veut-il pas se présenter directement? Pourquoi ne veut-il pas prendre le pouvoir directement? Et c'est la question que je vais poser à Mohamed Maïs. Selon vous, Mohamed Maïs, pourquoi Saïd Bouteflika ne prend-il pas le pouvoir tout à fait normalement, qu'il tape des mains et demande à ses relais de bouger pour le présenter comme l'homme providentiel et se faire élire comme il a fait élire son frère. Et je pense que c'est très faisable puisqu'il a fait élire un impotent intégral. Pourquoi ne réussirait-il pas à se faire élire lui-même?
Bien, moi d'abord, je ne pense pas que Saïd Bouteflika a autant de pouvoir qu'on est en train de faire croire. Je ne le rends pas responsable aussi de la déliquescence de l'État. Saïd Bouteflika, la déliquescence de l'État et des institutions sont le fait de responsables qui sont à la tête de ces institutions. Saïd Bouteflika n'a aucune responsabilité légale, si ce n'est que d'être un conseiller, le conseiller de son frère. Et d'ailleurs, il n'a même pas publié dans le journal officiel. C'est vrai qu'il a su tisser des relations importantes à tous les niveaux. Et il ne fait que continuer le travail qu'a fait son frère quand il était aux affaires du pays, quand il était en bonne santé. Donc, si aujourd'hui, si ce qu'on dit de lui, c'est parce que ceux qui sont en charge de la bonne marche des institutions ont fui leurs responsabilités. Ils ont abandonné leurs prérogatives. Il faut aussi dénoncer, surtout dénoncer ces gens-là. Le président du Conseil constitutionnel, le président du Sénat, le président ceux qui sont en charge de la responsabilité des institutions qui ont abandonné leurs responsabilités et donc le problème ne se situe pas uniquement au niveau de Saïd Bouteflika. Par contre, moi, ce que je lui reproche, c'est son inhumanité et sa cruauté par rapport à cette situation qu'il présente en pâture son frère président à ce qui s'est passé dernièrement et bien avant. Non, mais pourquoi disiez-vous, Mohamed Maïs, pourquoi disiez-vous vous lui reprochez sa cruauté, puisque ce n'est pas lui qui décide et que ce n'est pas lui qui impose Abdelaziz Bouteflika? Donc c'est pas lui le responsable. Ah non, en tant que premier conseiller du président, il a son mot à dire. Il peut très bien préserver son frère dans cette situation. Vous savez, demain, lorsque vous avez des hommes sans envergure, des hommes qui ne doivent leur poste, non pas par leur compétence ou leur caractère, mais beaucoup plus par le copinage, par le lieu de naissance, il est normal d'en arriver à des situations pareilles. Je vais vous citer juste quelques exemples. Est-ce qu'on n'a pas vu des ministres subir la fouille au corps et peut-être même plus sans aucune réaction digne de leur part? Comment voulez-vous que l'État puisse être un État souverain, un État digne avec des gens pareils? Un Cheikh Ibrahim qui, au lieu de rentrer et aller à la justice pour rendre compte accusé ou pas, mais il y a une procédure judiciaire à son encontre. Où est-ce qu'il va? Il va au niveau des Zaouïens. Un Saadani qui justifie son achat de biens à Paris par le fait qu'il a mis au courant le général Toufik. C'est comme si, ça y est, il est absous de la justice. Mais sans dire aussi d'où venaient les fonds. Un Bouchouar qui, au lieu de répondre à des accusations de cette Panama Papers et aussi l'acquisition qu'il a des biens immobiliers à Paris, au lieu de parler de ça, il dit non, je vais juste faire un rapport au président de la République qui ne lira certainement pas. Donc avec des gens pareils à la tête des institutions, comment voulez-vous qu'un Saïd Bouteflika ne puisse pas profiter de ce vide et de cet abandon de ses prérogatives pour asseoir une certaine hégémonie. Et donc Saïd Bouteflika profite de ce vide pour asseoir une certaine hégémonie. Et donc hégémonie, il y a. Oui. Ce que vous êtes en train de dire. Oui, absolument. Oui, une certaine hégémonie par rapport justement à ce vide qui est laissé par ceux qui sont obligés si vraiment un pays comme l'Algérie est dirigé par un seul homme, sans clair, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Restez avec nous, Mohamed Maïza, on va demander aux autres invités, Yahya Mkhioba,
est-ce que vous êtes du même avis que Mohamed Maïs qui pense que la réputation de Saïd Bouteflika est largement usurpée? Il ne pense pas que ce soit lui le grand décideur, que c'est surtout le vide qui laisse penser cela, le vide qui a été entretenu autour de lui. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, Yahya? Je partage un peu ce que dit votre invité, c'est que dire et prétendre aujourd'hui que Saïd Bouteflika c'est le grand décideur en Algérie, c'est vraiment méconnaître la nature sociopolitique du régime algérien. C'est vrai que Saïd Bouteflika a du pouvoir, une grande part du pouvoir aujourd'hui, une part de pouvoir qui lui permet par exemple de désigner des ambassadeurs, des walis, des préfets, des sous-préfets, des chefs d'aïra et des secrétaires généraux de communes, vu que c'est le conseiller du président, que c'est le frère du président, il exerce en partie le pouvoir exécutif de son frère. Il faut savoir aussi que le président Bouteflika a réussi à grignoter des parts de pouvoir assez considérables par rapport à ses prédécesseurs. Lui qui est un fin politicien, un fin stratège, qui a su tisser des relations et des alliances avec des grandes puissances étrangères, notamment en France et aux États-Unis, qui lui ont permis de peser et de mettre un peu la pression sur l'état-major de l'armée. Mais le pouvoir, le véritable pouvoir, reste toujours aux mains de l'armée. Il faut pas se leurrer. Le pouvoir de Saïd Bouteflika de mettre fin le jour du décès de son frère, le jour où Abdelaziz Bouteflika ne sera plus président, Saïd Bouteflika n'aura plus aucun pouvoir politique en Algérie. Peut-être qu'il aura un pouvoir financier, vu l'argent qu'il a ramassé ces 15 dernières années. Mais prétendre que Saïd Bouteflika dirige tout, c'est faux. Maintenant, si on tire des leçons du pouvoir de Saïd par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois quand le DRS a changé de main, on peut dire que Saïd Bouteflika a joué un rôle. Mais prétendre aujourd'hui aussi que le DRS a été dissous ou que le DRS est balayé, ce n'est pas vrai. Le DRS est toujours le DRS, il a juste changé de chef, le DRS a changé de main. Il était en main de Toufir, maintenant il est en main de Tarta qui travaille pour la présidence. Mais le DRS reste le DRS. Mais quand vous dites, Yahya, quand vous dites que le DRS est toujours là et qu'il travaille pour la présidence c'est qui? C'est qui la présidence? C'est Abdelaziz Bouteflika. Officiellement, c'est Abdelaziz Bouteflika. Non, mais en réalité, c'est qui? En réalité, officieusement, c'est le cercle présidentiel, notamment composé par Saïd Bouteflika et les hommes d'affaires et les généraux nommés par ce dernier. Donc les généraux sont dans le cercle présidentiel. Mais il y a des généraux qui pardon, Yahya. Les généraux dont vous parlez, qui ont une grande influence sur le pouvoir, sont dans le cercle présidentiel. Habituellement, jusque-là, c'était le cercle présidentiel qui était sous l'égide de l'armée. Là, vous nous dites que les généraux sont dans le cercle présidentiel, et sachant que le cercle présidentiel n'existe pas puisque Bouteflika Abdelaziz n'est qu'une vitrine, et que c'est son frère qui est derrière, donc l'armée est dans le cercle de Saïd Bouteflika. Absolument. Les généraux actuels, certains n'ont jamais rêvé de devenir général un jour, si ce n'était Bouteflika qui les a nommés à ce poste. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a la génération des gendéistes, elle a été balayée par Abdelaziz Bouteflika en les mettant tous à la retraite. Il a fait la promotion de certains militaires inconnus, jusque-là, qui sont devenus généraux-majors. Et Ben Ali, jusqu'à il y a quelques années, c'était un inconnu de l'état-major militaire algérien. Maintenant, c'est un falir, c'est un général de corps d'armée qui est susceptiblement candidat à devenir chef d'état-major. Donc, il ne faut pas oublier que l'ascension de certains généraux est le résultat du travail d'Abdelaziz Bouteflika au sein de cette armée. Mais le pouvoir, je vous ai dit tout à l'heure, le véritable pouvoir, c'est le pouvoir qui va décider du successeur de Bouteflika. Et c'est cela le pouvoir. Restez avec nous, Yahya Mkhiouba. Nous allons demander l'avis à Rachid Nekaz, puis nous ferons un dernier tour de micro. Rachid Nekaz, est-ce que vous pensez, comme mes deux autres invités, que Saïd Bouteflika n'a pas ce pouvoir que je lui prête personnellement? Vous savez, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ce monsieur. En tout cas, j'ai lu sa biographie et il ne faut pas négliger ou sous-estimer l'intelligence de ce monsieur qui est un doctorat en informatique. Je crois que c'est un spécialiste d'intelligence artificielle. Et je crois que ce monsieur, comme vous l'avez bien indiqué tout à l'heure, connaît très bien la nature humaine, 2, la société algérienne, et 3,
comment ne pas avoir de problème de la part des puissances étrangères comme la France et les États-Unis, à qui il a tout donné en termes de contrats gaziers aux pétroliers, avec notamment la main habile de M. Shakib Khalil, qui par le passé, notamment en 2005-2007, a voulu carrément vendre la Sonatrach à Gaz de France dans le cadre d'un partenariat stratégique. C'était en 2007 et on l'oublie que M. Shakib Khalil a voulu faire fusionner Sonatrach avec la société française Gaz de France en 2007. Voilà le meilleur ministre de l'histoire de l'Algérie. Donc, pour revenir à M. Saïd Bouteflika, donc c'est un homme brillant. C'est un homme brillant qui a profité de l'absence de courage de l'élite politique algérienne qui est en voie de disparition, de l'élite intellectuelle algérienne qui a disparu complètement des écrans radars de la société algérienne en fuyant à l'étranger, même après la décennie noire, qui a profité de l'absence de contre-pouvoir, notamment de la société civile algérienne, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en Algérie en 2016, il n'y a aucun contre-pouvoir, que ce soit médiatique, intellectuel ou politique, à ceux qui aujourd'hui exercent la réalité du pouvoir et qui surtout se partagent le pactole des 800 milliards qui sont tombés dans les caisses du pays depuis 1999. Et je tiens à dire qu'on a eu 800 milliards, mais on a aussi donné 600 milliards de dollars aux compagnies étrangères, que ce soit Gaz de France, Total, British Petroleum, Halliburton, Schlumberger, etc., etc. Donc c'est parce que le régime a accordé 600 milliards de dollars depuis 1999 qu'il n'y a jamais eu une seule critique, par exemple, de la France par rapport au régime algérien depuis 1999, qu'il n'y a pas eu une seule critique des États-Unis par rapport à ce qui se passe en Algérie depuis 1999, et bien ce silence-là a été acheté à coût de milliards de dollars. Et malheureusement, je le crains, que la situation va durer. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je parle à des officiels américains ou à des officiels français, la situation en Algérie ne les inquiète absolument pas. Ils veulent que ça reste comme ça, parce que le régime algérien, et notamment M. Saïd Bouteflika, s'est arrangé pour leur donner toutes les garanties pour que jamais il n'y ait la moindre critique de ce qui se passe. Rachid Nekez, je vais vous poser une question que je vais poser à Yahya Mkhioba aussi, qui doit rattraper un temps, c'est une question d'équité, de répartition des temps d'intervention. Rachid Nekez, pourquoi, selon vous, le pouvoir, ce régime, n'a-t-il pas opté pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas difficile de trouver un président fantoche dans le pays. Ça a toujours été le cas. Ils ramènent quelqu'un, ils le mettent en vitrine et le vrai pouvoir est derrière. Pourquoi, au lieu de mettre en place une telle farce, pourquoi n'ont-ils pas ramené quelqu'un, un gaillard qui fait de grands sourires, qui fait de grandes embrassades, qui s'est tapé dans la table, fumé le cigare? Pourquoi n'optent-ils pas pour un candidat bidon, tout simplement, un candidat marron? D'après moi, je crois que vous sous-estimez la fierté du peuple algérien. Jamais le peuple algérien n'acceptera d'avoir un président qui n'a pas, ou bien, comme ils disent, Sharaïa Sawariya, c'est-à-dire la légitimité révolutionnaire, ou bien Sharaïa démocratia, la légitimité démocratique. Et Bouteflika, quel Sharaïa des deux a-t-il? Qu'on le veuille ou non, dans l'inconscient ou dans la conscience collective algérienne, ça a été un de ceux qui ont fait partie de la révolution, ça a été un de ceux qui ont accompagné la naissance de l'indépendance algérienne, qu'on le veuille ou non. Oui, mais dans ce cas, Rachid Nekez, c'est pas un problème de trouver quelqu'un qui soit un candidat marron et qui ait fait la révolution. C'est pas nouveau, hein. Mais il y en a beaucoup qui ne demanderaient pas mieux, même s'ils ont fait la révolution en Tunisie ou au Maroc. Je vous assure qu'il n'y en a pas. S'il y en avait un, il l'aurait mis en 2014. Et c'est là où je vous dis que c'est une chance. Une fois, j'ai fait sourire un auditoire, mais pour moi, le 4e mandat de Bouteflika est une bénédiction divine pour un changement démocratique en Algérie. Imaginez un seul instant qu'ils aient mis un jeune candidat de 50 ou 55 ans en 2014. Eh bien, figurez-vous qu'on aurait eu ce président encore au moins pendant 20 ans. Et alhamdoulilah, je crois que, comme dirait le bon sens algérien, Rabbi Ibril Jazair,
Je crois que c'est une chance d'avoir eu ce 4e mandat avec un président qui n'a plus aucune disposition physico-intellectuelle pour mener sa mission, parce que l'Algérie est au pied du mur. Et ce régime est au pied du mur. Et il sait. Merci Rachid Nekaz. Merci Rachid Nekaz. Il reste quelques minutes. Je vais être obligé de les laisser à Yahya Mkhioba qui a du temps à rattraper. Yahya Mkhioba, je vous pose la même question. Pourquoi le pouvoir n'opte-t-il pas pour un autre candidat qui accepte de jouer le jeu comme ils l'ont toujours fait et de laisser le vrai pouvoir à ceux qui sont derrière, qui seraient derrière? Tout d'abord, j'aimerais juste dire quelque chose, que Bouteflika n'a aucune légitimité, ni légitimité historique, ni légitimité démocratique. Quand on parle politique, il faut être sérieux, il faut arrêter de dire des bêtises au peuple algérien, notamment aux jeunes qui sont nés en Algérie, qui ont vécu en Algérie, qui ont... Yahya Rachid Nekaz a exprimé un point de vue. Il ne faut pas émettre des jugements de valeur, il faut répondre. Absolument. Voilà. Alors, je réponds à votre question. Au-delà des bêtises, c'est qu'il faut juste se rappeler que pour ce régime, et notamment les militaires, ils n'ont jamais trouvé un président qui les a mieux et bien défendus sur le plan national et surtout sur le plan international que Bouteflika. Donc pourquoi il changerait? Pourquoi il changerait un Bouteflika qui fait croire aujourd'hui que le pouvoir est entre ses mains à lui et notamment les mains de son frère, au lieu de dire que c'est toujours les militaires qui gouvernent. Donc, mais Yahya, il y a une contradiction dans ce que vous me dites, oui. Puisque vous dites qu'ils ne trouveront jamais mieux qu'Abdelaziz Bouteflika. Or, oui. Abdelaziz Bouteflika est devenu non crédible pour les raisons que vous disiez vous-même tout à l'heure. Et Saïd Bouteflika, vous nous dites que ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Donc, crédible aux yeux de qui? Crédible aux yeux de l'opinion publique, puisque son image ne passe plus. C'est trop flagrant. Ça veut dire, moi, à leur place, je préfère ramener un bon gaillard gentil qui pète la santé et de le mettre en façade plutôt que mettre un grand invalide. Alors, il faut juste se rappeler le contexte de 99. Le contexte de 99, c'est tout le monde qui parlait du hyper pouvoir des militaires, notamment des services. Ils avaient besoin de quelqu'un qui redorait le blason de l'État, l'image de l'État à l'étranger, et pour dire que nous avons opéré une transition politique au sein du régime et on a transféré le pouvoir à un civil. Alors que ce civil soit bon ou mauvais, qu'il soit légitime ou pas, qu'il soit en bonne santé ou pas, ça c'est pas le problème des militaires. Maintenant, vous poserez la question à n'importe quel général en fonction et vous direz, ça c'est l'affaire des civils. Nous avons donné le pouvoir aux civils en 99, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Mais en réalité, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous m'avez coupé, c'est que le véritable pouvoir, M. Benchnouf, c'est le pouvoir de décider qui va remplacer Bouteflika. Et au décès de Bouteflika ou à sa démission, vous verrez que c'est les militaires qui vont décider encore une fois. Ni Saïd Bouteflika, ni son cercle, du moins les hommes d'affaires, n'auront un mot pour remplacer Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'État. Et c'est cela le pouvoir. Si vous me parlez de la désignation de Wali, je vous dis que Taliba aujourd'hui, ce mafieux député de Annaba, a un quota de 4-5 Wali. Donc si on peut dire aujourd'hui que Taliba a un pouvoir, oui, d'accord, il a le pouvoir de nommer 4-5 Wali. C'est la composition sociopolitique du régime algérien qui est ainsi faite. Mais nommer des walis, est-ce que c'est ça le pouvoir? Non. Le véritable pouvoir, c'est celui qui désigne le prochain chef de l'État. Et le prochain chef de l'État, qui remplacera Bouteflika, sera toujours désigné par l'état-major de l'armée. Ni Saïd, ni ses amis n'auront un mot à dire. Merci Yahya Mkhioba. Mohamed Maiz, il reste moins d'une minute. Je vous laisse conclure. Pour ne pas rester dans la critique, vous devez faire deux positions. Comme enseignement de ce que nous sommes en train de vivre. La première proposition, elle concerne le certificat médical qui est exigé dans le dossier de candidature pour la présidentielle. Il faut en arriver à mettre en place une commission médicale qui aura la charge de délivrer ce certificat médical pour tous les candidats. C'est la même commission. Il ne faut plus que le médecin de X ou Y délivre le certificat médical. Et nous avons vu le certificat médical de complaisance qui a été délivré pour Bouteflika pour être éligible. La deuxième proposition, il faudrait revoir la notion, certes éthique, du secret médical quand il s'agit de personnages de l'État. Merci Mohamed Maiz, je suis obligé de vous interrompre. Malheureusement, nous sommes arrivés, nous avons même débordé sur le temps de l'émission.
Merci donc à Yahya Mkhiyouba, merci à Mohamed Maïz, merci à Rachid Nekez, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, b'slama.